Bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Si ce n'est pas le cas, j'espère vraiment que cet épisode te remontera le moral. Comme tu peux le voir aujourd'hui, je voulais vraiment faire une thématique et c'est pour ça que j'ai demandé à une invitée très spéciale, Françoise, de venir parce qu'on va parler de féminité, d'image. Si Alicia, je suis ravie. Avec Françoise, elle va nous permettre de nous déculpabiliser sur certains aspects par rapport à notre allure, par rapport à notre image. Et aussi le fait aussi de pouvoir jouer sur des couleurs, peu importe notre morphologie. Tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je m'appelle Françoise Gaëtan, je suis consultante en image. J'exerce depuis 2 ans. Avant, j'étais directrice commerciale de compagnie aérienne américaine et j'étais basée en France. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de formations, bien sûr, j'ai managé des équipes, j'ai lancé des lignes, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup travaillé. J'ai changé de voie il y a 2 ans parce que j'allais bien dans mon travail, mais j'avais besoin de m'exprimer d'une autre manière. Je me suis rendu compte que ce qui me motive et ce qui me passionne, c'est l'accompagnement, c'est la transmission. Et comme je suis passionnée, je suis passionnée de mode, mais là, aujourd'hui, c'est pas le propos. Ce qui m'importe, c'est l'allure des gens et la façon dont on incarne son image. Donc voilà, je suis maintenant certifiée, j'ai un organisme de formation qui délivre des formations sur l'impact de l'image et la posture professionnelle également. Je propose aussi des activités de team building. Et évidemment, j'accompagne aussi des particuliers, hommes et femmes, à tous les âges de la vie. Ce qui va m'intéresser, c'est pourquoi ce changement de commercial à conseillère en image? Covid est passé par là, comme beaucoup d'entre nous. Donc, je me suis retrouvée 2 heures par jour et encore pas tous les jours devant mon ordinateur en disant à mes équipes, on n'avait plus d'avion, bien sûr, entre la France et les États-Unis, plus aucun avion, rien, il ne se passait plus rien. Et donc on se disait, t'as appelé un client? Oui, t'as appelé. Et alors, il va bien? Bah non, il va pas bien. Et en fait, ça a duré plus d'1 an comme ça. Donc j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Et j'ai réactivé quelque chose qui était en moi, qui était pas si planqué que ça. C'était vraiment à la surface. Et j'ai décidé de quitter ce travail que j'aimais beaucoup, pour faire autre chose, pour me lancer dans une autre vie. Donc voilà, j'ai une nouvelle vie et c'est vrai que c'est extrêmement enrichissant. J'apprends des choses tous les jours et j'espère que les gens à mes côtés apprennent aussi des choses. Est-ce que tu as des regrets par rapport à la vie d'avant ou maintenant, ce qui est différence, si entre les deux? Je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets. Je ne regrette pas. Ça, c'est bien. Mais c'est pas tellement dans mon tempérament. Si j'ai pris une décision, je réfléchis. En fait, ça mûrit. Et puis quand la décision est prise, je ne regarde pas derrière moi. Bon, c'est, je pense, un tempérament. Je sais pas. Mais c'est comme ça. Je ne regrette pas. Je dirais que j'ai tendance des fois à avoir peur pour certaines décisions et de dire je regrette. Et c'est vrai que le changement que je suis passée de auteur à coach, finalement je ne regrette pas parce que pour moi c'est une continuité et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu ce comportement-là où ils ont tendance à regretter. C'est parce que l'enthousiasme est entravé dans son changement quand on regrette. Donc c'est dommage, mais à la fois on peut pas dire à une personne ne regrette pas derrière toi quand c'est pas dans son tempérament. Il y a une question de risque. Est-ce qu'on mesure et est-ce qu'on est capable de prendre un risque? Je sais pas. Moi, j'étais salariée toute ma vie. Je savais pas qu'un jour je serais entrepreneur. J'avais pas imaginé, mais quand c'est arrivé, je me suis lancée. Je regrette pas du tout. Question d'après, c'est tu travailles beaucoup plus avec les professionnels ou avec des particuliers? Alors je travaille plus avec les professionnels parce qu'en fait je me suis rendu compte, même si j'adore vraiment, c'est extrêmement gratifiant d'accompagner des particuliers, mais il se trouve que moi mon univers c'est l'entreprise, donc j'ai toujours été à l'aise avec je travaille dans des grosses multinationales, donc en fait c'est mon univers et alors ça pour le coup c'est un héritage et ça on peut pas en changer. Et puis j'aime bien l'idée du groupe, ça m'intéresse, la dynamique de groupe, apprendre ensemble et grandir ensemble, ça m'intéresse. La différence entre travailler avec un particulier et
et le professionnel? Totalement différent. Effectivement, quand j'accompagne un particulier, il faut aller chercher ce que la personne veut dégager. Donc ça passe par... Après, moi je ne suis pas psy et je ne suis pas coach non plus d'ailleurs. Je suis une experte en images, mais il faut quand même qu'on aille chercher ensemble avec la personne ce qu'elle veut dégager, ce qu'elle veut montrer d'elle-même, et puis aussi des choses de sa personnalité. Donc effectivement, on rentre un petit peu plus dans l'intime. Mais c'est à la lisière de l'intime. D'ailleurs, les personnes, elles me partagent ce qu'elles veulent bien me partager. Moi, je ne vais pas chercher des confidences. Du tout. Et après, effectivement, c'est un accompagnement individuel, donc ça veut dire qu'on fait les couleurs, on se met devant la glace, on se regarde, etc. On cherche les styles, on cherche toutes les pistes pour se sentir mieux avec ses vêtements, et puis changer quelques traits de la posture également. Ensuite, il y a le côté shopping, donc là c'est pareil, on essaie, donc on est très proche de l'image intime de la personne. Quand je m'adresse à un groupe de professionnels, je ne parle plus du tout de la morphologie de telle personne ou de telle autre, bien évidemment dans une assemblée. En revanche, j'explique l'impact de l'image, le pouvoir des couleurs, parce que c'est très important, la symbolique des couleurs, quelles couleurs on porte, pour quelles circonstances, quel effet ça fait, et puis pour la morphologie, donc quand on a un accompagnement individuel, on évalue une silhouette. Là, c'est pas du tout le cas. En revanche, suivant les morphologies que j'explique, la théorie, et ensuite je parle des lignes verticales, horizontales, et la façon dont on rééquilibre une silhouette avec... moi, la ligne, ça m'a toujours passionnée. Ça passe l'allure, c'est comme en architecture. La ligne, c'est... et donc la ligne, c'est l'allure. Voilà. Donc j'explique des choses à ce propos-là. Oui, j'aime bien. C'est vraiment très intéressant parce que c'est deux manières de travailler totalement différentes, mais en fait, au final, ça se complémente aussi, parce que tu es enrichi par les deux, au final. Oui, bien sûr, mais imagine, c'est une formation qui est commandée par ton entreprise et tu te retrouves avec 15 de tes collègues, tu vas pas parler de tes complexes, c'est pas possible. Et de même que moi, je ne suis pas là pour dire à un groupe, alors il faut s'habiller comme ça, comme ça, comme ça. Pas du tout. Moi, je donne des pistes, alors évidemment, il y a des codes. Et pour se sentir bien, parce c'est un besoin primordial, parmi nos besoins primordiaux, il y a le sentiment d'appartenance pour se sentir bien. Et donc, effectivement, s'approcher des codes, mais tout en gardant sa personnalité et ses goûts, surtout. Enfin, on va pas mettre un costume bleu marine à tout le monde. De même qu'il y a un costume gris ou même une cravate ou pas les mêmes chaussures, chacun fait ce qu'il fait. Moi, je donne juste des tips, des astuces et les illusions d'optique, c'est fascinant. Par exemple, sur une morphologie, on peut utiliser... donc, les personnes, le groupe, part avec toutes ces informations et après, dans sa garde-robe, chacun, de façon intime, dira « Ah, ça me va ». Ou ça m'irait mieux, ça en revanche, probablement ça ne me va pas du tout. Et après, tu fais ça dans ton dressing devant ton miroir et tu essaies. Mais moi, je ne dis pas comment on doit s'habiller. Je fais des propositions. Par exemple, on a tendance à croire que les couleurs, surtout quand tu veux te rendre un peu plus professionnel, c'est toujours du noir ou du bleu marine, mais je pense qu'on peut aussi être professionnel avec d'autres couleurs. Oui, bien sûr. Oui, heureusement, parce que la couleur, c'est la vie. Alors, le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. C'est parce qu'il n'y a pas le noir, il n'y a pas de lumière, le blanc, il n'y a pas le prisme des couleurs, donc c'est pas des couleurs. Bon, mais ça se porte, évidemment. Là, c'est pas noir, mais c'est bleu marine, très foncé, je te l'accorde. Et le bleu marine, c'est une couleur qui va avec tout, et alors, le bleu marine, moi, j'y tiens
pas mal parce que certes c'est classique, mais en fait dans la symbolique des couleurs, le bleu marine c'est la fiabilité, c'est l'assurance, c'est le professionnalisme. Donc en fait on a tout bon. Quand on ne sait pas comment s'habiller, on peut mettre une veste bleu marine, une chemise bleu marine, etc. Et ça passe à tous les coups. Et alors le bleu marine il nous fait quand même un sacré cadeau, un cadeau Sacom, c'est que toutes les couleurs lui vont. Même le noir, c'est un peu plus pointu, mais toutes les couleurs lui vont. D'accord, c'est intéressant. Donc on peut mettre du rose, du vert, du jaune, du tout. Enfin, mettez une couleur, de même que le noir, sauf que le noir, par exemple, si on accole le rouge et le noir, il y a un côté un peu night, un peu voilà. Je suis pas très heureux dans un milieu professionnel. Je sais mon avis. Le rouge avec le bleu marine, c'est peut-être la couleur qui va le moins, peut-être. D'accord. Mais sinon, toutes les autres couleurs les vont. Ça a permis de se démarquer. Si on aime bien la couleur préférée, je sais pas, ça peut être du rose, on peut quand même le mettre et mettre un petit haut bleu marine ou une veste bleu marine, ça permet un peu de se dire, voilà, j'apporte un peu ma personnalité dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Et c'est surtout, alors la couleur, elle peut arriver, parce que quand on a un dressing professionnel, ça veut dire qu'on va au bureau tous les jours et qu'il faut qu'on soit habillé de façon un peu formelle, mais ça dépend des entreprises. Hein. On n'est pas habillé dans une start-up comme on est habillé à la banque. Évidemment, donc après il faut jauger votre environnement professionnel pour savoir si vous devez être extrêmement formel, etc. Donc moi, les codes, je vous les donne, suivant le milieu. Et l'important, c'est comment on se démarque. Mais ça peut être une série de bracelets, ça peut être un foulard noué au poignet plutôt qu'autour du cou, ou avec des accessoires. Parce que, aussi, mon but, et Alicia, je t'en ai pas parlé, ça c'est important, c'est que pas là pour dépenser des fortunes en vêtements et refaire toute sa garde-robe. Ce qu'il faut, c'est savoir twister avec un petit détail ou une petite chose et se refaire une nouvelle tenue avec ce qu'on a déjà. D'accord. Et donc on roule pas sur l'or, on n'a pas 4 000 € à dépenser là, si c'est... n'est pas de dépenser plus d'argent, mais éventuellement dépenser mieux et surtout d'ajouter des petites choses qui nous font plaisir. Pourquoi c'est important l'image pour impacter, par exemple le charisme ou exprimer quelque chose? Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal je suis quelqu'un de très timide de premier abord, c'est quand même difficile pour quand on est timide ou on n'est pas très sûr de soi d'impacter parce qu'on a tendance à se réconfiner comme ça, de se faire tout petit. Et je me dis que ça peut être intéressant de travailler avec une conseillère en image qui permet de nous dire l'impact c'est important quand même. Alors l'impact c'est essentiel parce qu'il y a une loi, ça s'appelle la loi de Mehrabian. C'est un psychiatre qui dans les années 70 a mené une enquête. Cette enquête elle a été menée auprès de femmes. Et en fait, le but de cette enquête était de montrer la part dans la première impression, la part de notre discours et la part de... Alors, donc, sur une route de 100%, notre discours ne compte que pour 7%. Il y a 53% qui est dans le visuel, donc ce qu'on appelle le non-verbal. Donc le visuel, c'est l'âge, c'est le sourire, c'est les vêtements bien sûr, le regard, l'âge, tout ce qu'on voit, voilà, au premier abord. Après, il y a pour ça c'est 53%. Après, pour 38%, c'est le paraverbal, et là, c'est l'énergie dégagée, c'est les hésitations, j'en ai plein, les E dans le discours, les silences, c'est aussi la proxémie. La proxémie, c'est important. La proxémie, c'est la distance qu'on a quand on est dans une conversation avec quelqu'un. Donc soit on est trop proche et c'est extrêmement dérangeant pour ton interlocuteur, c'est quand ça rentre dans ta zone intime. Ça c'est mesuré et on n'a pas tous la même proxémie, donc on est évalué comme ça. Et ça c'est, la première impression c'est quelques secondes pour qu'on se fasse une bonne ou une mauvaise impression. Donc quelques secondes. En fait on dit 7 secondes. 7 secondes c'est pas beaucoup. Et comme on sait, le mental, comme il va toujours il va au plus court, il prend le chemin le plus droit. Donc si la mauvaise impression, si la première impression est bonne, c'est super. En revanche, si elle est mauvaise,
falloir ramer beaucoup pour que le mental fasse demi-tour en disant ah oui, non, peut-être que je me suis trompée au premier abord, etc. Parce que voilà, c'est un biais cognitif comme ça, le cerveau il veut toujours au plus rapide, plus simple. Oui. Il n'a pas tellement envie d'être contredit. Donc une bonne impression, c'est important. Ouais. Et comment on peut travailler cet impact? Justement, en fait, prendre conscience de son corps, donc la façon dont on se tient aussi, si on se tient droit, si on a un visage ouvert. Alors, il paraît que quand je parle, je ne suis pas assez souriante, parce que bon, je sais pas, je dois être concentrée, pas assez souriante. Mais si on en a conscience, ça veut dire regarder la personne dans les yeux, le eye contact, c'est important. La façon dont on positionne ses mains, moi je parle du coup avec les mains, je sais. Donc tout ça, ça a des significations, mais ouais, parce que je suis assez vivante et que voilà, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça, et c'est ni bien ni mal, hein, bref, moi c'est comme ça. Le regard, le sourire, et il y a des exercices pour se tenir droit par exemple. C'est beaucoup plus, par exemple, quelqu'un qui se tient droit, il a un plus joli port de tête, évidemment, que quelqu'un qui se tient comme ça, où on n'a pas envie. Et donc, prendre conscience. Moi, mon travail, c'est vraiment prendre conscience aux gens qu'ils ont un corps, qu'ils ont une tête posée dessus, un cou qui tient, des mains pour parler, des yeux, un regard, un sourire, etc. Tous des sens en mouvement qui font que c'est notre premier outil de communication. C'est la façon dont on se livre à la personne qui est en face. Alors, se livrer, en tout cas, la façon dont on se montre au monde. Ouais, c'est ça, comment les gens te perçoivent. Exactement. Lors de mes conférences, quand je faisais avant, quand j'étais chercheuse, c'est vrai qu'on nous apprend pas ça. C'est-à-dire qu'on nous dit juste, t'as ta présentation et puis voilà, tu parles. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, c'est important parce que c'est vrai qu'on aura plus tendance à regarder quelqu'un qui est droit et qui a un joli port de tête et qui est confiant dans sa diction que quelqu'un qui est comme ça, tout recroquevillé et tout, parce que on sent qu'elle n'est pas à l'aise, on sent que, ou bien surtout s'il parle vite, on sent qu'elle n'est pas à l'aise, que cette personne-là elle est timide ou elle se sent un peu en danger, donc c'est vrai que c'est pas agréable pour partager ses idées. Et c'est important, alors quand tu dis c'est pas agréable pour l'auditoire et encore, mais surtout c'est pas agréable pour soi. Parce que si on se tient un peu courbé comme ça, en fait on contraint notre parole et le fait d'ouvrir sa cage thoracique, ça libère de l'énergie, ça libère, ça active la mémoire, on est plus intelligent quand on se tient droit. C'est sans rire. Voilà. J'exagère, je pense le trait, je plaisante un petit peu. Mais c'est vrai que se tenir droit, ça ouvre beaucoup de choses et en fait, on n'a pas cette voix de tête qui est dérangeante pour soi parce que quand on a une voix de tête, elle reste là et on s'épuise. Et l'addiction est moins aisée. Alors que si on bouge, si on se tient droit, si on... par exemple, je parle d'une présentation, ton PowerPoint certes, mais ton PowerPoint, bon, t'as 2-3 tips, c'est des bullet points, etc. Mais ce qui est important, c'est quand même toi et ce que tu dis de ton PowerPoint. Oui, c'est ça. Voilà, parce que c'est une sorte de spectacle, hein, j'appelle ça des numéros de claquettes. C'est important que toi, tu donnes une bonne impression d'énergie, parce qu'on a en plus envie de t'écouter. Et ma question, ça va être, quelle est la différence entre l'impact et l'allure ? L'impact de l'image, c'est, moi j'explique, hein, c'est les couleurs, une ligne sur une morphologie, une ligne, ce qu'on peut changer en portant cette couleur. Par exemple, on peut décider de porter du vert, le vert c'est apaisant, mais quand on veut montrer quand on veut se montrer tout court d'ailleurs, on a une pointe de rouge, ou du rouge, ou tout rouge, etc. Donc c'est ça l'impact de l'image, ça se travaille avec des tips. L'allure, c'est ce qu'on veut dégager. Et tu parlais de féminité au début. La question souvent c'est
quand j'accompagne des individuels, pour le coup là c'est intime, c'est qu'est-ce que tu voudrais qu'on pense de toi quand tu rentres dans un restaurant. Donc quand tu rentres dans un restaurant, a priori tu es habillé, tu as un manteau, voilà, tu as un sac à main, tu as des accessoires, etc. Donc qu'est-ce que tu voudrais qu'on pense de toi, et donc c'est ça l'allure. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Et donc, suivant les styles, tu peux être en jean et en basket, avec une marinière, bah oui, parce que tu veux qu'on pense de toi que tu es cool, que tu es abordable, que tu es facile à vivre et sympa. Ok. Donc tu es en accord avec ce que tu portes, etc. Et après, il y a... alors là, je parle plutôt des femmes. Les femmes qui disent ah ben moi je voudrais qu'on me remarque, je voudrais laisser une trace derrière moi, je voudrais qu'on se retourne sur moi. Et donc c'est là que souvent la féminité intervient, parce que là, position d'être vue, donc qu'est-ce qu'elle veut qu'on voit d'elle-même? Et là, alors toutes les définitions de la féminité sont possibles et imaginables. Je vais ouvrir un livre d'or, moi, avec les définitions de la féminité. Chaque femme a sa définition de la féminité. Mais c'est marrant que tu parles de féminité, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a juste un seul type de féminité, et je trouve ça vraiment dommage, parce que ça contraint les femmes à juste avoir une seule vision. Alors comme tu le dis très bien, c'est que chaque femme a sa propre définition de féminité qui ne sera pas la même pour une autre. Et un truc que je trouve ça difficile, surtout si tu veux de la représentation, bon, même si maintenant ça commence un peu plus à se montrer, mais c'est vrai qu'on n'a qu'une seule type de féminité, un peu à la style de Kim Kardashian ou Kylie Jenner, où c'est vraiment la femme comme ça, où on a tendance à beaucoup montrer. Enfin, bon, moi, je les trouve très belles, ces femmes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui disent oui, moi je veux pas être comme elle, et donc je sais pas si je suis féminine, alors que ça n'a rien à voir. C'est que de tous les temps, il y a eu des critères de féminité. On le voit dans la peinture. On a eu les peintres hollandais, après on avait le teint pâle, après il fallait bronzer, donc en fait, après on a prôné l'extrême minceur, maintenant on préfère les formes, etc. Donc on ne peut pas échapper aux modes et aux courants de pensée comme ça qui alors il y a toujours un moment où on n'est pas dans le moule. Enfin, quelle que soit l'époque, il y a plein de femmes, on n'a pas toujours été dans le moule. Et puis parfois on veut pas être dans le moule. Et là, c'est quand même ce qui émerge de temps en temps, malgré les réseaux sociaux. On ne peut pas ressembler à Kim Kardashian toutes, et puis on ne se retrouve pas toutes dans ces mêmes morphologies, etc. Pas du tout. Alors, pour revenir à la féminité, donc on a des images, il y a des icônes comme ça qui prennent beaucoup de place, mais elles ne prennent pas toute la place. Elles prennent pas toute la place. Elles prennent une place qui est très en lumière et mise en spectacle. Mais la féminité, elle se niche dans... D'abord, la féminité, elle est transmise dès bébé. La féminité, c'est quelque chose... D'abord, dès l'instant, on dit c'est une fille et on te donne un prénom, ça y est, la féminité, elle est déjà enclenchée et la transmission est là. Donc on ne peut pas, évidemment pas, se retrouver toutes dans le même sentiment de féminité, et on n'est pas du tout égales les unes et les autres face à ça, du tout. Et oui, la féminité, elle est multiple, et essayer de trouver des vêtements, des choses, des attitudes qui font que toi, personnellement, tu te retrouves dans ta féminité, que tu sois en basket ou en talon de 12, ça n'a aucune importance. Les modes changent oui, ce qui est montré sur les réseaux sociaux, c'est la pub. Parce que c'est quoi, cette espèce de... C'est envahissant, je suis d'accord, c'est extrêmement envahissant. Et ça peut être, surtout pour les très jeunes gens, ça peut être un peu obsédant. Mais c'est pas la vérité, la féminité elle est multiple. Oui, c'est ça. C'est mon avis.
Non, moi je suis tout à fait d'accord. Hein. Il y a des gens qui disent oui, quand une femme a les cheveux longs, c'est super féminin, mais moi je trouve aussi très beau les femmes qui ont les cheveux courts, c'est aussi très féminin. Il n'y a pas que ça, même des femmes qui n'ont pas de cheveux, elles sont très féminines parce qu'elles jouent sur le maquillage, elles jouent sur les boucles d'oreilles, beaucoup sur les accessoires, et je trouve ça super féminin. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça prend beaucoup de place, mais je pense que c'est aussi bien aussi, ça nous permet aussi de trouver qui on est, le fait de chercher la féminité qui nous définit nous-mêmes. Exactement. Aller chercher sa propre féminité, avoir de temps en temps des difficultés à la trouver, mais quand on la découvre, même quand on soulève un tout petit pan de sa féminité, enfin dans son apparence, dans sa façon d'être, etc., bah, c'est ça qui est magique. Hein. C'est ça qui est essentiel. Parce que ça veut dire que si on a trouvé ça, de toute façon, on est prêt à gravir des montagnes, quand on est bien. Mais c'est ça, et surtout que pour moi, en fait, c'est que, comme tu dis très bien, il y a tellement une définition de féminité que trouver, s'accorder à ce que la population, enfin la masse veut, c'est tellement triste que tu perds une partie de toi. Enfin, c'est limite, tu donnes ça, limite cadeau, alors que tu peux toi-même définir qu'est-ce qui te rend féminine. On commence de plus en plus à en parler de la féminité, mais des différents types de féminité. Pas juste ce qu'on prône comme de la pub, comme tu as très bien dit, mais c'est vrai que moi, sur les réseaux, j'aime bien regarder différents types de femmes, et c'est vrai que ça permet en fait de chercher, comme tu dis très bien, sa féminité et savoir, oui, c'est pas parce que je suis pas dans ces critères-là que je suis moins féminine qu'une autre en fait. Oui, tout à fait raison ici. Mais alors, moi, quand je t'entends parler là, il y a un truc qu'il faut quand même que toutes, là on parle de femmes, que toutes on garde en tête, c'est d'être authentique, d'être nous-mêmes. Parce que sinon ça marche pas. C'est ça. Et il y a un moment, si t'es pas authentique, le vernis craque. Et l'authenticité, c'est essentiel. Faut être soi. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est tout à fait vrai. Sinon, ça marche pas. C'est ça. Ça veut dire qu'on est fake, ça veut dire qu'on est déguisé, ça veut dire qu'on est... Comment est-ce qu'on peut se mouvoir dans quelque chose qui nous contraint? Comment est-ce qu'on peut être à l'aise et bien dans sa vie quand on a quelque chose qui nous... qui peut, nous contraindre constamment? C'est pas possible. De toute façon, comme tu dis très bien, tôt ou tard, ça... la coquille... les coutures craquent. Ouais, je pense que les coutures craquent. C'est ça, parce que vivre dans un moule ou porter un masque, c'est tellement dur. Enfin, et quand tu arrives enfin à craquer, enfin moi je sais qu'avant j'ai vivé vraiment dans un moule et tout, et quand tu arrives à le craquer, tu peux plus retourner en arrière juste pour faire plaisir aux autres ou juste pour rentrer dans une partie... Enfin, même si, comme je dis très bien, l'humain a besoin d'appartenance, c'est humain parce qu'on a besoin... l'homme ne peut pas vivre tout seul, je suis d'accord, mais il y a des gens, quand tu casses ce moule, tu vas attirer des personnes qui sont authentiques autant que toi, en fait. Oui, je pense. Oui. Si t'es authentique, t'attires à toi des personnes qui le sont aussi. Alors, on va terminer par cette dernière question. Si on veut travailler avec toi, Françoise, et où on peut te retrouver? Donc, je suis sur les réseaux sociaux, donc j'ai un Instagram qui est purement inspirationnel, donc on ne sait pas très bien ce que je fais, j'explique pas le conseil en image. En revanche, je suis sur LinkedIn, parce que c'est là que sont mes clients pour la plupart. Donc c'est Françoise Catan, vous pouvez me trouver, vous pouvez m'envoyer des messages. J'ai un site internet qui est www.françoisecatan en un seul mot.com. Évidemment par téléphone, vous avez tout sur mon site, les tarifs, etc. Et donc, voilà. On travaille bien avec les professionnels et les particuliers. Oui, les professionnels. Alors, pour les professionnels, donc il y a d'une part les formations, qui est la posture et l'impact de l'image. Donc les formations, comme je suis certifiée Calliope, ça veut dire que c'est finançable par les financeurs de formation dans le cadre de la formation continue. Après, et ça j'aime beaucoup ça, je fais du team building, donc ça c'est plus ludique, mais c'est original. Donc ça peut être des sessions, en fait tout est cousu humain. Ça peut être la formation, c'est en général une journée, parfois 2 jours, ça dépend des besoins de la société.
Les team building, ça peut être 2 heures, ça peut être 3 heures, ça peut être des formats courts. Je fais aussi des conférences parfois sur des formats encore un petit peu plus courts. Et on a le choix si c'est l'image, enfin, ou l'impact de l'image, ou seulement la posture. Et puis, comme je l'ai dit au début du podcast, j'accompagne aussi des particuliers. Donc là, vous avez tous les offres qui sont tout aussi cousu main. Ça veut dire que vous pouvez prendre un petit bout de ci, un petit bout de ça. Et les tarifs sont sur mon site internet. Je mettrai tout en barre d'infos. Ouais, si tu as un dernier mot pour conclure ce podcast, ça serait quoi? Eh bien, merci Alicia. C'est ça mon dernier mot. C'est gentil de me donner cette vitrine. C'est vraiment sympa. Vraiment. Et on a eu ensemble une connexion immédiate. Oui. Donc, continuez à suivre Alicia. C'est vraiment une très, très belle personne. Et... moi, je vous invite vraiment à suivre François. C'est vraiment une très belle personne. J'ai vraiment eu un coup de cœur. On s'est rencontrés lors d'une conférence. Et franchement, j'ai vraiment aimé sa présentation et tout. Donc, je vous invite vraiment à la suivre. Avec elle si vous avez envie ou juste discuter avec elle. Merci Alicia. Rien. Nous on va vous laisser. Je te laisse, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.